Merci beaucoup de vous être connecté pour ce webinaire. Les règles pour ce temps qui durera 1 heure, c'est que vous puissiez couper vos micros afin d'éviter toute interférence. Le webinaire est également enregistré, donc je vous invite, si vous ne souhaitez pas apparaître sur le replay, à couper vos caméras. Pour toute question, vous avez la possibilité de les poser dans le chat. Nous allons privilégier le fait de laisser la parole aux intervenants, de dérouler le fil de la discussion, et nous consacrerons un temps aux questions à la fin de toutes les interventions. Donc voilà. Bonjour, je suis Yves Jarlan, je travaille à l'ADI et dans le cadre du groupe de travail emploi et entreprise du Pacte des solidarités, nous avons organisé il y a 1 an la présentation de la loi plein emploi, le démarrage et sa mise en œuvre concrète. Cela fait 1 an maintenant que la loi plein emploi est en œuvre en Occitanie et ailleurs, et il nous a paru important d'organiser aujourd'hui une mise en lumière des avancées concrètes de la mise en œuvre de cette loi. Et je passe immédiatement la parole à Éric Pélisson, qui sera suivi par Bastien Espinassou et Nicolas Blanc pour une courte introduction. Merci à vous. Bonjour mesdames et messieurs, je suis Éric Pélisson, commissaire à la lutte contre la pauvreté auprès du préfet de région Occitanie. Je vous parle de ma voiture, je me suis arrêté sur un parking parce que je reviens d'un entretien de gestion d'un contrat local des solidarités à Perpignan Métropole, communauté urbaine. Et donc, je voulais tout d'abord remercier évidemment les organisateurs et les intervenants du présent webinaire et dire un mot en introduction que la lutte contre la pauvreté et pour l'insertion remonte effectivement à un certain nombre de grandes lois. On peut citer la loi créant le RMI, devenu le RSA. On peut citer la loi de lutte contre les exclusions de 1998. Et cette politique publique de lutte contre la pauvreté est assise sur la durée du mandat présidentiel. Elle se traduit donc par des plans pauvreté tous les 5 ans. Lors de sa première élection en 2017, Emmanuel Macron avait constaté l'insuffisante transversalité entre les acteurs. Il a donc créé une délégation interministérielle à Paris en charge de la lutte contre la pauvreté, donc d'animer de manière interministérielle les ministères et sur les territoires, un commissaire auprès de chaque préfet de région chargé de la coordination entre les administrations de l'État, avec les collectivités locales, avec les entreprises, avec les associations, avec les organismes de protection sociale. C'est dans ce cadre qu'existent 14 groupes de travail, dont le groupe de travail Insertion Entreprise Emploi, que je remercie et qui a organisé aux côtés de Ville et Territoires le présent webinaire. Depuis 2021 et la création des DRETS, l'insertion sociale et professionnelle donc, doit être articulée et on le verra, 2 contractualisations particulières lient l'État et les départements ou les métropoles autour d'une part de l'insertion, les conventions départementales pour l'insertion et l'emploi, mais aussi les contrats locaux de solidarité, les 2 conventions finançant, à parité entre l'État et les départements, des actions de levée des freins à l'insertion. Et donc, c'est dans ce cadre aujourd'hui que nous avons le plaisir, avec Bastien Espinassous, d'ouvrir ce webinaire. Je rends immédiatement la parole à vous. Cognac, j'ai vous l'antenne. Merci Eric. Donc à moi, Bastien Espinassous, et également à Nicolas Blanc, directeur adjoint au Conseil régional. Donc je me présente, Bastien Espinassous, je suis directeur régional adjoint à la DRETS Occitanie, en charge du pôle dit entreprise, emploi, économie. Il s'agit du pôle qui suit plus spécifiquement les actions liées au déploiement de ce nouveau réseau pour l'emploi. Comme vous le disiez, la loi pour le plein emploi, le 23 décembre 2023, a initié une nouvelle dynamique autour de l'enjeu de l'emploi dans les territoires, dynamique qui vise à structurer un nouveau réseau. Alors, c'est pas pour dire qu'il n'y avait rien avant, bien au contraire, hein, il y avait un service public de l'emploi qui était actif et qui mobilisait déjà les partenaires. L'idée portée par la loi était plus de refondre cette gouvernance, lui permettre de se décliner jusqu'à chaque niveau territorial, au niveau régional, départemental, local, dans une approche qui voulait associer État et collectivités. Je rappelle que le service public de l'emploi auparavant était piloté par l'État. Là, l'idée, c'est bien de travailler ensemble avec les collectivités territoriales autour de ces enjeux. Une coprésidence au niveau régional, État, Conseil régional, des coprésidences au niveau départementaux, État, Conseil départemental, et des coprésidences au niveau local, associant le Conseil régional, parfois le Conseil départemental, parfois des EPCI. Et ce réseau s'appuie sur un trio
central, pilier central, trio d'opérateurs, France Travail bien entendu, mais également les missions locales et les Cap Emploi au service de ce nouveau réseau, de cette nouvelle gouvernance. Alors aujourd'hui, on a passé la grosse phase de l'installation. C'est toujours les sujets qui passionnent peu, mais qui sont pourtant essentiels de la comitologie et de l'installation de cette nouvelle gouvernance. On a aujourd'hui un comité régional pour l'emploi qui est opérationnel, 13 comités départementaux pour l'emploi qui sont opérationnels également, et 37 comités locaux pour l'emploi, tout aussi opérationnels. Ils ont tous réaliser un diagnostic sur leur territoire, définir une feuille de route, définir des fiches actions que vous pouvez retrouver sur le tableau de bord du réseau pour l'emploi. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc voilà, on a cette gouvernance qui aujourd'hui est opérationnelle, qui passe à l'action, et on commencera à évoquer ces différents sujets dans le cadre de cet échange. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je passe la parole à Éric Pélisson. Nicolas Ban, je me mélange les pinceaux. Nicolas Ban, qui est mon alter ego côté conseil régional, avec qui nous travaillons au jour le jour pour assurer la réussite de ce réseau. Merci Bastien. Écoutez, bonjour à tous. Donc effectivement, Nicolas Ban, moi je suis directeur adjoint de la direction de l'économie territoriale, de l'emploi et des transitions à la région Occitanie. Donc une direction qui s'occupe de développement économique et d'emploi avec en tout cas la volonté systématiquement d'associer les sujets de développement économique avec ceux de l'emploi, d'accompagner les entreprises dans leur globalité, notamment avec le sujet des compétences. Alors Bastien, je pense a bien tout dit, bien résumé. Je ne vais pas m'étendre plus sur les enjeux le volet gros tuyau. Voilà, sur le réseau pour l'emploi. Je pense que les enjeux ont bien été précisés. Juste vous dire qu'effectivement, côté de la région Occitanie, on a souhaité, la présidente de région a souhaité qu'on prenne toute notre place au sein de ce réseau pour l'emploi. Puisque vous savez, les enjeux en termes d'emploi en Occitanie sont assez importants, avec un taux de chômage qui est au-dessus de la moyenne nationale et avec malheureusement son corollaire en termes de pauvreté. On a des taux de pauvreté, notamment sur certains territoires, qui commencent à devenir vraiment compliqués. Et dans le même temps, on le sait, on a des tensions de recrutement qui persistent dans certains secteurs, dans certains territoires. Ce qui avait motivé il y a quelques années, vous avez peut-être entendu parler du pacte pour l'embauche, donc une démarche qui avait été lancée par la présidente de région pour lever les freins à l'emploi et essayer de casser un peu ce paradoxe où on avait un taux de chômage important, mais des tensions de recrutement dans le même temps. Et donc, en fait, on s'est inscrit dans la continuité de cette dynamique au sein du réseau Pôle emploi, parce que je pense qu'on se rejoint dans la philosophie qui est, comme l'a dit Bastien, de travailler de façon à renforcer le partenariat opérationnel de ce réseau. Effectivement, je pense que ce réseau, il existait. Il y avait déjà des relations de partenariat sur le terrain entre les acteurs. Mais ce que l'on fait depuis 2 ans avec les équipes de Bastien, de France Travail et des Cap Emploi et de missions locales, c'est vraiment d'instaurer cette culture du partenariat opérationnel. On est dans un contexte, tous bien placés pour savoir que le contexte budgétaire des finances publiques fait qu'aujourd'hui, on a tout intérêt à optimiser nos financements, à optimiser nos moyens les uns les autres, et que par conséquent, c'est dans la complémentarité, dans la collaboration les uns avec les autres, qu'on arrivera à trouver des solutions par rapport à des situations qui sont souvent très complexes. Alors, je pense que ce qu'on va vous présenter aujourd'hui vous permettra d'avoir des illustrations un peu concrètes de déjà ce qu'on a pu mettre en place, du fait d'avoir justement instauré cette culture du partenariat, cette culture du travail ensemble, de faire PAC, comme dit la présidente chez nous, pour trouver des solutions sur lesquelles nous, côté de la région, on a nos propres leviers, on a nos leviers sur la formation professionnelle, mais également ceux du développement économique. Comme j'ai dit en introduction, et c'est pas pour rien, on essaie de plus en plus de travailler la continuité développement économique, emploi, insertion, de façon à trouver une trame continue. Et on a également celui de l'orientation, de l'animation du SPA. Voilà, je pense qu'on va peut-être pouvoir démarrer. Je pense que j'en ai déjà beaucoup dit. Ce que j'espère surtout, c'est qu'on va pouvoir vous témoigner par des illustrations concrètes de ce qu'on a pu faire déjà depuis 1 an. Exactement. Oui, merci Nicolas Ban. Merci Nicolas Ban. On a prévu donc 3 temps forts dans cette visio. Un état des lieux sur le déploiement de la loi plein emploi sur les territoires d'Occitanie,
le témoignage d'entreprises et de services de l'emploi sur le Gard et l'Ariège, et puis la boîte à outils de la loi plein emploi en Occitanie avec Team RH, Dora, le tableau de bord du réseau pour l'emploi et parcours métier. Je donne la parole de suite à Sophie Bessac, qui sera suivie par Nathalie Rivière de la région sur l'état des lieux. Et vous avez toute possibilité à chacune des séquences de poser des questions. Pardon Yves, je serais enchantée de prendre la parole tout de suite, mais je vais la redonner à Bastien et Nicolas juste pour cette diapo qui va conclure l'introduction. Oui, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet et d'aller sur des présentations d'actions très concrètes qui se déroulent en ce moment même sur les territoires, peut-être revenir rapidement sur quelques éléments de bilan, parce que on a dit en introduction qu'on a installé cette gouvernance. Ça ne veut pas dire qu'on a juste installé cette gouvernance et qu'on a passé notre temps à faire de la grosse tuyauterie. Il y a déjà un certain nombre d'actions qui ont été conduites et sur lesquelles on voulait insister. On a résumé ça en 6 grands points. Premier sujet, on s'en rappelle, la loi pour le plein emploi, au-delà de cette nouvelle gouvernance, porte l'ambition de renforcer l'accompagnement des bénéficiaires du RSA pour leur permettre de s'insérer professionnellement plus rapidement, plus efficacement. Donc, ce sont des actions qui sont opérantes depuis déjà plus d'1 an, avec, depuis le 1er janvier 2025, l'inscription automatique de tous les bénéficiaires du RSA et jeunes NEET à France Travail, avec une montée en charge progressive de tous les process qui se mettent en place autour du diagnostic, de l'orientation, du diagnostic, de la signature des contrats d'engagement et de l'entrée en accompagnement de ces publics. Pour vous donner une idée, ce sont plus de 80 000 nouveaux demandeurs d'emploi qui en sont inscrits à France Travail, bénéficiaires du RSA ou jeunes. Et c'était aussi le déploiement des nouvelles modalités d'accompagnement de ces publics, et notamment ce qu'on a appelé l'accompagnement intensif, un accompagnement qui est réalisé de manière grande proximité par les conseillers du réseau pour l'emploi, que ce soit principalement France Travail ou les conseils départementaux, avec notamment pour ces conseillers des portefeuilles réduits, de manière à leur permettre d'être plus en proximité avec les bénéficiaires. En 2025, ce sont plus de 14 000 bénéficiaires du RSA qui ont ainsi débuté un parcours d'accompagnement intensif auprès de France Travail sur cette année. Deuxième axe sur lequel on a travaillé, c'est tout l'accompagnement des entreprises et des territoires sur le recrutement, sur le retour en emploi des personnes de 50 ans et plus, ce qu'on appelle les seniors ou les travailleurs expérimentés selon les terminologies. On sait que c'est un enjeu extrêmement fort pour notre région et pour certains territoires de notre région, même si l'Occitanie a une démographie dynamique, les tendances démographiques à long terme vont quand même dans le sens d'une réduction des populations jeunes et un besoin pour le tissu industriel de s'appuyer sur ces salariés, ces demandeurs d'emploi de 50 ans et plus. Donc une initiative qui par ailleurs a été prise au niveau national avec un ensemble d'actions qui se sont déployées tout au long de l'année. Pour ce qui est de l'Occitanie, on a notamment établi 2 partenariats avec le MEDEF sur le déploiement d'un collectif de référents seniors dans les entreprises. Donc, c'est 120 référents seniors qui vont être déployés et animés dans les entreprises pour les accompagner dans le recrutement, la fidélisation des salariés de 50 ans et plus. On a également un partenariat avec l'OPCO des entreprises de proximité pour accompagner les entreprises de ces secteurs au recrutement non discriminant, notamment en destination de ce public senior. France Travail a organisé avec les clubs Les Entreprises s'engagent tout au long de l'année 2025 une série de job dating ciblant précisément ces publics pour faciliter leur insertion professionnelle. Et puis, l'ARACT également s'est mobilisé en appui aux entreprises pour accompagner ces recrutements. Donc voilà, 2 premières actions. Je laisse la parole à Nicolas pour l'action suivante. Ouais, alors le 3e enjeu, c'est de renforcer l'appui au RH aux entreprises, puisque je le disais en introduction, on a aussi
Beaucoup, même si ça s'est un peu amoindri ces dernières années, mais on a quand même beaucoup de tensions de recrutement au sein des entreprises sur certains secteurs d'activité, certains territoires. Donc, on a des entreprises qui sont en besoin de recrutement, mais pour des raisons multiples ont des difficultés à embaucher. C'est notamment le cas dans les TPE pour des raisons qui peuvent être à la fois d'attractivité, de sourcing, de fidélisation. On peut avoir des questions de compétences. Enfin, il y a des sujets RH qui sont relativement larges pour les TPE, pour lesquels c'est compliqué pour elles d'aller chercher les solutions parce qu'on a un ensemble de dispositifs d'acteurs qui sont multiples. D'où l'idée qui a été, avec France Travail, l'ADRETS et nous, de mettre en place Team RH. Donc, Team RH, une initiative qui sera présentée plus en détail, je crois, par la suite. Mais en résumé, c'est la mobilisation, l'ensemble des partenaires de l'emploi qui ont une offre de service en matière RH auprès des entreprises, de les mettre en réseau de façon à constituer quelque part une sorte de service public RH pour les entreprises. Donc ça s'est concrétisé comment? Alors déjà, pendant un an, on a mobilisé ce réseau pour apprendre aux acteurs à se connaître entre eux, à bien connaître les dispositifs que les uns et les autres peuvent mobiliser chez leurs partenaires. Et puis, on est arrivé à la constitution donc d'une plateforme Internet aujourd'hui opérationnelle sur lesquelles les entreprises peuvent se connecter. Et le principe, en fait, c'est qu'elles disent une fois quels sont leurs besoins, et le besoin est orienté vers le ou les opérateurs, dispositifs le plus adéquat, ce qui évite à l'entreprise d'aller taper à 5 ou 10 portes, mais d'avoir tout de suite le réseau qui lui ouvre les solutions possibles. Donc, cette Team RH aujourd'hui est opérationnel en termes d'outils. L'outil Team RH est opérationnel. L'enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est de le faire connaître auprès des TPE. Et donc, c'est pour ça que nous avons, cette année, commencé à engager plusieurs actions de communication, des vidéos qui ont été mises en place et plusieurs événements qui ont été réalisés sur les territoires pour qu'auprès des entreprises, régulièrement, nous faisons la promotion de ce dispositif, de cette offre de service qui permettra de simplifier la vie aux TPE. En parallèle, j'ai le bras armé quelque part de Team RH, c'est ce qu'on a commencé à mettre en place aussi cette année. Sous le sigle EPRH se dissimulent en fait les équipes de proximité RH. Donc ça, c'est au niveau de chaque bassin d'emploi. Nous avons constitué avec nos partenaires, donc sous un noyau dur qui est constitué par les services de l'État, de la région, France Travail, Mission Locale et Cap Emploi, des équipes qui vont au-devant des entreprises pour aller les démarcher sur quelles sont leurs problématiques RH et après revenir ensemble pour pouvoir étudier les solutions possibles. C'est un peu le côté un peu, je dirais, territorial de Team RH, où on va chercher avec les dispositifs des uns des autres à trouver des solutions par rapport aux besoins qui sont exprimés par les entreprises. Donc déjà, sur les équipes de proximité, donc elles ont été mises en place sur l'ensemble des bassins d'emploi. Et à ce stade, on est déjà sur plus de 600 entreprises visitées. Et concernant Team RH, on est déjà à 860 besoins RH qui ont été déposés. Et bien sûr, l'enjeu, c'est aujourd'hui que ces outils soient en visibilité auprès des TPE pour qu'ils puissent s'en saisir. Ensuite, c'est une approche complémentaire à celle que vient de décrire Nicolas. C'est-à-dire qu'il y a le sujet d'aller au-devant des entreprises, d'identifier leurs besoins et de les accompagner. On sait que dans certains territoires, pour certains secteurs d'activité, on a des tensions de recrutement qui sont extrêmement fortes sur des besoins qui sont réguliers. D'où l'idée de déployer sur ces territoires ce qu'on a appelé des parcours métiers, c'est-à-dire des parcours qui soient construits de manière mutualisée par les acteurs du réseau pour l'emploi, de manière à pouvoir orienter, accompagner, former et insérer professionnellement les demandeurs d'emploi. Il y a eu un travail de caractérisation, design, consolidation qui a été mené au niveau régional. On a également mené une enquête auprès des territoires qui avaient déjà ce type de parcours déployé sur leur territoire, de manière à pouvoir lancer de manière opérationnelle 6 expérimentations, donc lancées dans 6 départements sur une série de métiers où ces besoins de recrutement sont récurrents et forts. Et donc, ces 6 expérimentations aujourd'hui sont lancées avec l'objectif d'en tirer tous les enseignements pour pouvoir déployer beaucoup plus largement en région dans un deuxième temps.
Voilà. Ensuite, il y a la question de l'offre de formation territoriale. Effectivement, l'enjeu, c'est de pouvoir, dans la mesure du possible, pouvoir proposer une offre de formation qui réponde le plus possible aux besoins des entreprises et des publics du territoire. Donc là, on essaye de travailler au niveau des CLPE pour mettre en place un process de remontée des besoins en compétences qui permette justement d'adapter le plus possible l'offre de formation, que ce soit au niveau des demandeurs d'emploi, mais au-delà également, par rapport aux besoins qui nous sont exprimés par les entreprises et puis au profil des publics des territoires. Et dans ce cadre, dans l'objectif d'être dans une vision vraiment large de la formation, que ce soit de la formation initiale jusqu'à la formation continue, on a mis en place des premières concertations territoriales pour articuler justement voie scolaire, apprentissage et formation continue. Donc des concertations territoriales qui ont permis de remonter les besoins à tous les stades de formation du territoire par rapport aux enjeux économiques du territoire. Enfin, et pour finir sur ces premiers travaux du CRPE, signaler une approche plus sectorielle, alors qui avait déjà de l'antériorité. Hein, c'est un travail que État, Conseil régional et les partenaires du RPE mènent déjà depuis quelques temps, qui est la structuration d'une réponse territoriale aux enjeux liés à l'emploi saisonnier. On sait que l'emploi saisonnier pèse en Occitanie, est un enjeu économique mais également social d'insertion fort. Et donc, ces travaux se sont poursuivis sous l'égide du comité régional pour l'emploi, avec des actions structurées autour de la mobilisation et de la densification du réseau des maisons du travail saisonnier. Ce sont des acteurs qui font le lien entre les saisonniers et les employeurs saisonniers, qui les accompagnent sur un petit peu l'ensemble des dimensions, qu'il s'agisse du logement, de la mobilité, et des loisirs aussi, parce que ça fait partie des moyens d'attirer les publics sur ces emplois. Toute une démarche d'accompagnement également des entreprises du tourisme dans leurs enjeux RH, leur marque employeur et les enjeux liés à la qualité de vie au travail et conditions de travail. C'est une question sur ces secteurs. Également, le déploiement par France Travail d'une plateforme visant à identifier les solutions d'hébergement pour les travailleurs saisonniers, avec 2700 solutions d'hébergement qui ont été référencées l'année dernière. Et on souhaite aller plus loin et pousser, de développer encore ces solutions d'hébergement. Et puis, l'expérimentation dans 5 départements de 78 parcours dits pluricompétences. On le sait, l'emploi saisonnier, c'est ponctuel, c'est ponctuel dans le temps, c'est calé dans le temps. L'enjeu, c'est comment on stabilise ces publics, comment on leur offre des possibilités d'emploi sur toute l'année en développant des compétences qui soient cohérentes et qui leur permettent, sur un même territoire, à la saison, d'être dans les emplois saisonniers et hors saison, de pouvoir occuper d'autres solutions d'emploi. Voilà un petit peu pour les grandes actions, en tout cas, qu'on a déjà conduit collectivement en 2025, qui se sont appuyées, c'est important de le rappeler, sur toute l'action des acteurs sur les territoires, les actions qui sont remontées des comités locaux pour l'emploi. Et je pense que c'est l'enjeu de la phase suivante, c'est rentrer un petit peu plus dans le détail, aller voir ce qui se passe sur les territoires dans les comités locaux pour l'emploi. Et donc, je passe la parole à Sophie et Nathalie pour la suite de cette présentation. Merci Bastien. Donc l'idée de cette partie, c'est de vous faire un état des lieux de l'action qui est conduite au niveau sur les territoires, au niveau des comités locaux pour l'emploi. Mais avant d'entrer dans le détail de ces actions, on voulait vous rappeler que le réseau pour l'emploi s'organisait désormais à 3 niveaux complémentaires. Donc, le niveau local, avec les comités locaux pour l'emploi, c'est l'échelon de la mise en œuvre opérationnelle, où on identifie les priorités d'action en lien avec les besoins des territoires, avec les diagnostics territoriaux. C'est de cet échelon-là, notamment, qu'on va parler surtout lors de ce webinaire. On a aussi le niveau départemental que vous connaissez tous très bien, je suppose, avec les comités départementaux pour l'emploi. Ce niveau-là assure le pilotage des politiques d'insertion en coordination avec les conseils départementaux, notamment pour les publics les plus éloignés de l'emploi et les bénéficiaires du RSA. Et puis, on a le niveau régional avec le comité régional pour l'emploi, donc copiloté État-région,
où là, on construit la cohérence d'ensemble, où on articule les politiques de l'emploi, de la formation, du développement économique. C'est là qu'on partage les priorités régionales. C'est aussi là qu'on suit les dynamiques qui sont enclenchées sur les territoires et puis qu'on apporte un appui, qu'on outille les comités départementaux et comités locaux pour l'emploi. On le fait techniquement au sein d'un comité technique qui est composé de l'ARML, France Travail, Keops Occitanie, le Cariforef et puis la DRET, c'est le conseil régional. Voilà, donc très concrètement, si on veut passer à la slide suivante, on vous propose un petit bilan de cette organisation. De ce qu'a produit, je veux dire, toute cette organisation-là. Donc, ce que disait Bastien tout à l'heure, hein, c'est qu'on a localement 37 comités locaux qui sont désormais installés et actifs sur l'ensemble de l'Occitanie. 151 actions qui sont portées par l'ensemble du réseau pour l'emploi toulousain, dont 119 au niveau local, hein, c'est-à-dire que les comités locaux, l'ensemble des acteurs des comités locaux pour l'emploi sont organisés pour mettre à jour quand même 119 actions. Un échantillon de ces actions est rendu lisible hein, dans un livret qu'on a appelé Ensemble pour l'emploi. Donc, vous pouvez y avoir accès sur le site de la DRETS. Mais bon, vous allez voir tout à l'heure, on aura des témoignages concrets, c'est aussi bien. Et puis, on a également un tableau de bord du réseau pour l'emploi qui permet de capitaliser l'ensemble de ces actions et puis de les piloter. Voilà, donc l'idée, hein, c'est de rendre lisible l'action, de la piloter plus finement et de permettre la diffusion des bonnes pratiques sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est vraiment l'outil tableau de bord du réseau pour l'emploi qu'on vous présentera plus en détail tout à l'heure. Ce bilan, qu'est-ce qu'il montre? Il montre que les dynamiques locales est bien enclenchée, qu'elle a déjà produit des résultats concrets. Et ce que je vous propose, c'est qu'on puisse faire un petit focus maintenant sur les priorités qui ont été ciblées par les comités locaux pour l'emploi. Je passe la parole à Nathalie, du coup, du conseil régional. Merci Sophie. Donc oui, effectivement, comme vous le disiez Sophie, là je vais vous présenter plus précisément les thématiques qui sont travaillées sur les comités locaux pour l'emploi, sachant qu'il y a des enjeux il y a deux enjeux. Un enjeu parcours et public et un enjeu, on le verra par la suite, recrutement, compétences, emploi. Donc, vous voyez là sur ces graphiques que, par exemple, sur le premier, 25 comités locaux pour l'emploi ont décidé de travailler dans le cadre de leur feuille de route sur le public jeune. Et 23 sur le BRSA, 18 sur les seniors, etc. Le but de ces travaux, ça va être de favoriser l'accès ou le maintien dans l'emploi et l'inclusion durable de ces publics cibles. Donc, les comités locaux pour l'emploi vont devoir mettre en place des actions pour accompagner les publics cibles visés. De même, sur le diagramme de droite, vous voyez qu'ils ont aussi identifié des freins sur lesquels ils souhaitaient travailler. Par exemple, il y a 19 comités locaux pour l'emploi qui ont décidé de travailler sur le volet mobilité. Donc là aussi, hein, c'est essayer de travailler ensemble pour proposer une offre de service ou des actions permettant de lever ces freins vers l'emploi. Donc, comme je vous le disais, il y a un autre enjeu qui est l'emploi, le recrutement et compétences. Donc, les comités locaux travaillent aussi sur des feuilles de route sur cet enjeu-là. Et donc, ils vont cibler des secteurs particuliers qui répondent, parce que ça peut être des secteurs porteurs de leur territoire, et donc ils décident ensemble, l'ensemble des partenaires du CLPE, décident de travailler sur tel ou tel secteur. Donc, on voit qu'il y a 17 CLPE qui vont travailler sur le secteur de l'industrie. On retrouve l'hôtellerie-restauration, bien sûr, le santé sociale et l'aide à la personne qui reviennent souvent dans les travaux des comités locaux pour l'emploi. Et pour faire le lien avec le travail hein, sur l'emploi saisonnier, vous verrez aussi que des comités locaux
ont décidé de travailler sur ce secteur de l'emploi saisonnier et notamment sur le volet hôtellerie-restauration et agriculture qui restent les secteurs dominants sur des actions en faveur de l'emploi saisonnier. Voilà très rapidement une petite revue des thématiques traitées dans les comités locaux pour l'emploi. Peut-être avant de passer à la partie suivante, on prend une petite vague de questions. Yves Kessin, c'est à ce moment-là, je crois. Oui, mais pour le moment, il n'y en a pas dans le chat. N'hésitez pas sur la séquence qui va suivre à poser vos questions, soit liées à cette première séquence ou à la suivante, des témoignages que je te laisse lancer, Sophie. Ok, donc écoutez, on vous a fait un état des lieux, hein, voilà, des principales priorités d'action qui sont conduites par les territoires. Maintenant, ce qu'on a voulu faire dans ce webinaire, c'est quand même mettre à l'honneur les collègues, l'action des acteurs du réseau pour l'emploi, hein, qui œuvrent sur les territoires et montrer comment, à partir d'une problématique donnée, l'ensemble des acteurs du réseau pour l'emploi se sont fédérés pour construire ensemble une solution au service des publics et des entreprises. Donc pour ça, on aura deux témoignages. D'abord le témoignage du CLPE du Centre Sud-Gare et puis ensuite un témoignage de l'Ariège. Donc on peut passer, je pense, à la diapo suivante et puis je laisse les intervenants présenter leur démarche. Bonjour, vous m'entendez bien? On vous entend Tout à fait. parfaitement. Parfait. Donc, Séverine Paris, je suis l'ancienne directrice de France Travail de Beaucaire. Et effectivement, à deux voix, même voire trois voix avec l'employeur, nous allons vous présenter du coup concrètement l'action que nous avons pu mener suite à un diagnostic qui a été mené sur les territoires de Nîmes, Beaucaire et Saint-Gilles dans le Gard et qui ont mis en évidence un double enjeu. C'est-à-dire, comme nous l'avons dit un peu en préambule, des secteurs en tension, hein, notamment sur le commerce et la restauration rapide, et des freins linguistiques qui, parfois, et très souvent même, limitent l'accès à l'emploi durable pour certains de nos publics. Et notamment sur le territoire de Beaucaire, près de 40% de la population qui ont ces freins-là réside en quartier prioritaire. Et il y a 2 quartiers prioritaires de la politique de la ville sur ce territoire-là. Je prends la suite. Oui. Le comité local pour l'emploi Centre-Sud du Gard s'est effectivement emparé de ce diagnostic qui présentait une situation particulièrement dégradée sur les quartiers prioritaires de la ville de notre secteur d'intervention et a décidé de travailler le frein linguistique pour faciliter l'accès ou le retour à l'emploi durable de ces publics. Notre objectif était de modéliser un parcours sécurisé d'accès ou de retour à l'emploi. Et pour cela, on s'est associé à un opérateur, le Seuregard, à qui on a confié la coordination de l'action sur la partie linguistique, qui est une partie très, très technique, pour travailler avec nous sur l'ingénierie de l'action. Donc, notre méthodologie a été simple. Nous sommes tout d'abord partis du besoin des entreprises du bassin. Les entreprises ont été rencontrées dans un premier temps par l'agence France Travail, puis par le groupe projet, pour définir les besoins en compétences, mais également les métiers pour les futurs recrutements envisagés dans les semaines ou mois à venir. Une fois que ce diagnostic a été posé auprès des entreprises et donc leurs besoins connus, nous avons mobilisé France Travail, Mission Locale, Association du territoire, pour repérer les demandeurs d'emploi via des informations collectives. Chaque candidat a pu bénéficier d'un diagnostic sur son niveau linguistique, afin là aussi de s'assurer que les profils retenus étaient bien en adéquation avec les besoins des entreprises. Troisième phase de l'action, elle a consisté à valider le projet. C'était important de sécuriser les entrées sur l'action, donc des rencontres entre employeurs
Voilà, petite coupure du son, Alors, ce qui arrive. oui, je peux continuer pour remplacer Dans Sabine. l'entreprise. Ah, alors Sabine, on t'a pas entendu, il y a eu une petite coupure. Et donc, du coup, j'allais venir à ton aide pour reprendre par rapport aux employeurs, effectivement, puisque, comme le disait, c'était par rapport aux besoins des entreprises et on est parti d'un constat et surtout de se dire, à partir de référentiels, de situations métiers et puis de documents authentiques, pouvoir construire un parcours un peu sur mesure pour vraiment répondre aux besoins des entreprises, mais surtout répondre aussi à un besoin des candidats qui était de quitter un secteur qui la plupart étaient sur l'agriculture, puisque très souvent sur ce territoire, les personnes, malgré leur potentiel, restaient sur ce secteur-là et n'arrivaient pas du coup à transférer leurs compétences sur un autre secteur. Donc, comme le disait Sabine, après tu peux reprendre Sabine si tu le souhaites. Hein. Alors, est-ce que j'en étais du coup à cette phase de diagnostic, c'est ça? C'est là ça. que ça a coupé? D'accord. Exactement. Bon, alors une fois qu'effectivement ces publics ont été rencontrés, le diagnostic effectué en termes de niveau de langue et qu'il a été donc jugé en adéquation avec les besoins des entreprises, la troisième phase de l'action a consisté à valider le projet. Donc, des rencontres employeurs candidats ont été organisées, suivies d'immersion en entreprise. Là, on est vraiment rentré dans la phase de sécurisation de projet et comment les candidats aussi se projetaient dans un futur proche au sein de l'entreprise ciblée. Donc, suite à cette phase et de rencontres et d'immersion, 13 candidats ont validé leur projet. Les entreprises ont été satisfaites également de ces phases d'immersion. Et donc, il a été décidé d'enclencher vraiment la phase beaucoup plus opérationnelle, d'entrer en parcours de préparation opérationnelle à l'embauche individuelle que va vous présenter Séverine, puisque c'est un dispositif qui est porté par France Travail. Exactement, donc un dispositif qui est très porteur et très efficace, hein, puisqu'on sait que 9 personnes sur 10 qui suivent et qui rentrent en préparation opérationnelle à l'emploi garantit finalement un accès durable à l'emploi et c'est ce que nous avons mis en place. Donc ce parcours, comme le disait Sabine, qui a été coordonné avec des immersions ensuite avec ce dispositif, a permis du coup de construire sur un total de 450 heures, à la fois une montée en compétences, et c'est ce qui est en train de se passer avec les candidats, une montée en compétences sur le volet de la langue, le volet linguistique. Et la caractéristique, je dirais, de cette expérimentation, c'est qu'elle se veut hybride. Alors, qu'est-ce que veut dire hybride? C'est qu'à la fois, sur les 15 premiers jours, il y a eu donc une phase de socle pour monter très rapidement en compétences sur le volet linguistique. Et ensuite, sur une semaine, et bien, du coup, les candidats vont aller en début de semaine en centre de formation et ensuite revenir en entreprise pour mettre de suite tout ce qu'ils auront appris au service de l'entreprise. Et tout ça se fait de manière, je trouve, très efficace. Et quand on parle du aller vers et d'un parcours sur mesure, c'est que vraiment, on a pu partir, grâce à la coordination de l'ensemble des acteurs de ce dispositif, partir de documents authentiques, de situations métiers, de situations que l'entreprise et que les 7 entreprises nous ont partagées et qui nous ont permis du coup d'être plus fins, je dirais, dans notre ciblage et dans notre montée en compétences. Il est peut-être temps de donner la parole à Arnaud Vincent, directeur Exactement. McDonald's. Le directeur Quelle plus-value pour vous, Monsieur Vincent? Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour partager cette expérience. Ça nous tenait particulièrement à cœur dans notre franchise McDonald's.
À Beaucaire, nous avons décidé de bousculer un peu nos habitudes de recrutement. Nous sommes partis d'un constat simple. D'un côté, nous avons des besoins opérationnels constants et de l'autre, il existe des talents motivés mais qui font face à une barrière de taille, la langue. En partenariat avec France Travail, nous avons participé à lancer un projet d'intégration pour les travailleurs ne parlant que très peu le français. Aujourd'hui, nous en avons intégré 5 et je vais vous expliquer pourquoi. Au-delà de l'aspect social, c'est une décision de gestionnaire qui fait sens. Avant de parler contrat, nous avons voulu sécuriser le parcours. Pour le candidat comme pour nous, l'inconnu peut faire peur. C'est là que le partenariat avec France Travail a été décisif grâce aux périodes d'immersion. On vient d'en parler. Ces immersions nous ont permis de tâter le terrain, car pour le candidat, c'est l'occasion de découvrir la réalité du terrain, le rythme du coup de feu, l'ambiance en cuisine. Et pour nous, c'est une façon de valider la motivation et le savoir-faire avant même de parler compétences linguistiques. C'est cette phase de test, sans pression contractuelle immédiate, qui a permis de créer la confiance. Et je tiens à souligner le rôle de l'association Ce Regard, qui, avec France Travail, ont été le liant indispensable, rendant chaque étape administrative d'une fluidité déconcertante. Ils ont fait en sorte que ce qui ressemble normalement à un parcours du combattant devienne une simple formalité. Côté structure, nous ne voulions pas faire les choses à moitié, nous partons sur des CDI. Pourquoi? Parce que la sécurité de l'emploi est le premier moteur de l'intégration. Le modèle repose sur l'alternance, une partie de la semaine en restaurant, l'autre avec un organisme d'apprentissage de la langue. C'est un deal gagnant-gagnant. Parlons franchement entre acteurs de l'emploi, le sujet financier est central. Grâce au dispositif de France Travail et aux aides liées à l'alternance, ces recrutements ne coûtent presque rien à l'entreprise sur la phase de montée en compétences. Cela nous permet d'investir du temps dans l'encadrement sans mettre en péril nos ratios de rentabilité. C'est un argument de poids pour convaincre n'importe quel chef d'entreprise de franchir le pas. Alors, est-ce que tout est tout rose? Je vais être honnête avec vous. Le principal inconvénient, c'est la disponibilité. Comme ils sont en apprentissage linguistique, ils ne sont pas là à temps plein. Cela demande une gymnastique au niveau des plannings. Il y a aussi le défi de la communication initiale. Il faut être créatif, utiliser des gestes, du binomage et accepter que tout prenne un tout petit peu plus de temps. Mais les avantages balaient ces difficultés. Tout d'abord, la fidélité. Nous avons face à nous des collaborateurs d'une loyauté exemplaire. Ils savent que nous leur avons donné leur chance. L'ambiance, ensuite, pour nos équipes déjà en place, c'est un projet fédérateur. On ne travaille plus seulement pour sortir des burgers, on travaille pour aider un collègue à s'intégrer. Ensuite, la RSE, on ne fait pas que de la communication sur le papier, on agit concrètement sur notre territoire, à Beaucaire. On participe à l'effort national d'intégration par le travail. Pour conclure, si j'avais un message à passer aux entreprises de la région Occitanie, c'est celui-ci. Ne vous laissez pas freiner par la barrière de la langue. Avec des partenaires comme France Travail et des structures comme Ce Regard, le risque est maîtrisé, l'accompagnement est total. Nous démarrons à peine les premières périodes d'alternance, mais j'ai la conviction que demain, nos 5 collaborateurs feront partie intégrante de l'âme de notre restaurant. C'est une aventure humaine qui rend nos opérations plus fortes. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Monsieur Vicente, pour ce témoignage très riche, et à Sabine Gorel et Séverine Paris. Une question a eu lieu dans le chat et on y a répondu directement. Y a-t-il d'autres interrogations, questions à nos intervenants du Sud-Gard? Je vous propose de basculer sur la séquence suivante. On va en Ariège maintenant, avec une nouvelle entreprise, la Croix-Défense, et puis 2 intervenants de l'État et de France Travail. C'est parti donc pour l'Ariège. Alors bonjour à tous, je suis Véronique Messian, directrice de l'agence de Pamiers dans l'Ariège. Alors nous sommes partis sur une problématique de recrutement de techniciens de maintenance sur tout le département de l'Ariège. Cette difficulté, elle a été remontée de manière informelle de la part des entreprises, alors au travers de forums, au travers d'échanges avec le préfet, France Travail et les différents interlocuteurs de l'emploi. Ce diagnostic, il a été formalisé, on va dire objectivé au travers un diagnostic partagé lors du comité local pour l'emploi. Et on avait une double problématique. Non seulement nous n'avions pas de techniciens de maintenance formés sur le territoire de l'Ariège, mais nous avions aussi une offre de formation insuffisante. Pour former nos techniciens de maintenance, nous devions
aller au CFA de Beauzelle sur le territoire Haute-Garonne, ce qui proposait des problématiques pour les demandeurs d'emploi. Donc, double problématique à la fois de recrutement et de formation. Donc, lors d'une demande de la part du préfet, il a été décidé en comité local pour l'emploi de travailler cette problématique. Cette problématique, elle a été confiée aux équipes de proximité RH, donc on l'a dit, composées du Conseil régional, de la DETSPP, de France Travail, de Cap Emploi, de la mission locale, et on a associé également la CCI dans le cadre de territoire industrie. Donc l'objectif de cette première action, c'était d'attirer des futurs techniciens de maintenance, de les former, de les recruter et surtout sécuriser le parcours de formation. Donc, on a démarré par un contact auprès de 80 entreprises. Donc, ces contacts ont été répartis entre tous les acteurs. Suite à ces contacts, on a repéré 24 besoins en techniciens de maintenance et dont 8 besoins très urgents sur ces métiers-là. À partir de ces besoins, on a co-construit un parcours de formation avec à la fois l'OPCO2I et OCAPIAT, parce qu'on a travaillé avec des entreprises industrielles de la métallurgie et de l'agroalimentaire. Et ensuite, on a proposé ce qu'on appelle une PE. On l'a vu précédemment avec un parcours individuel. Donc, une préparation opérationnelle à l'emploi. L'idée, c'était de former des techniciens maintenance et de proposer une suite de parcours avec un contrat de professionnalisation de 12 mois. Donc, on a eu un organisme de formation qui a été choisi par les différents acteurs. Donc, là aussi, le choix de l'organisme de formation a été fait entre tous les acteurs. Et on a choisi l'organisme de formation du GRETA avec un parcours de 280 heures de formation. Ce qui a permis ce résultat, ça a été aussi l'accompagnement du parcours social par l'association Rebond. Et là, je vais laisser la DETSPP qui va vous présenter en quoi consiste cet accompagnement de sécurisation de parcours. Bonjour à tous, Viviane Le Roland. Donc, comme indiqué, je suis déléguée à l'accompagnement des entreprises et des parcours professionnels. Non, on vous entend mal, il va falloir… on ne vous entend pas. Est-ce que c'est mieux là? Vous m'entendez? Oui, oui. C'est mieux. Désolée. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Madame Le Roland, déléguée à l'accompagnement des entreprises et des parcours professionnels. Et effectivement, j'ai participé à cette action en tant qu'équipe de proximité et dans la réflexion, l'État et la région ont été conscients que l'accompagnement des publics souvent éloignés de l'emploi ont des freins pour entrer en formation et que de l'autre côté, les entreprises sont en demande du savoir-être des candidats. Pour sécuriser le parcours, donc l'État et la région ont souhaité que l'association Rebond soit mobilisée pour l'accompagnement social des publics demandeurs d'emploi pour lever les freins, comme par exemple la mobilité, les démarches sociales, et donc de sécuriser leur parcours de formation, pour également sensibiliser les tutorés, pour leur donner les codes de la vie en entreprise et éviter des ruptures de parcours, parce qu'on a souvent des publics qui sont assez éloignés et qui ont besoin de ce petit rappel, et de mener aussi aux bonnes conditions pour la concrétisation du contrat de professionnalisation, qui doit les emmener à la pérennisation. Et donc, je vais laisser la parole pour imager tout le parcours à Madame Claudel de l'entreprise Lacroix, qui a donc accueilli un candidat au sein de son entreprise. Pour ensuite revenir avec Madame Mussiante sur les résultats que nous avons obtenus. Madame Claudel, je vous laisse vous exprimer sur votre parcours au sein de cette formation. Très bien. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité à apporter ce témoignage.
que je suis effectivement ravie d'apporter. Donc, moi, je suis responsable des ressources humaines de la Croix-Défense, qui est une entreprise de 350 salariés. Et comme son nom l'indique, nous sommes dans l'industrie de défense, donc forcément en forte croissance, avec des besoins très importants en termes de recrutement. Et comme beaucoup d'entreprises de notre industrie, mais aussi du territoire ariégeois, en forte difficulté pour trouver les compétences dont nous avons besoin, notamment sur le sujet de la maintenance. Ce que je tiens à souligner, c'est, je dirais tout d'abord, une agréable surprise d'une mise en place extrêmement rapide de ce dispositif et de son organisation. Nous, entreprises, lorsque nous avons des besoins qui sont, je dirais, pour tout de suite, quoi. Pas des besoins pour l'année prochaine ou pour dans 2 ans, même si, bien sûr, on essaye de travailler le temps long. Et moi, j'ai été vraiment très agréablement surprise, puisque au mois de juillet, on a une première réunion d'information de l'ensemble des partenaires pour l'emploi local, qui nous informe du lancement de cette démarche. Début octobre, nous rencontrons les demandeurs d'emploi invités pour leur présenter nos activités, nos besoins. Au cours du mois d'octobre, nous faisons toutes les formalités d'évaluation et de recrutement, et l'action de POAC démarre début novembre. Donc, on est vraiment dans des délais qui sont extrêmement raisonnables et très intéressants pour les entreprises. Donc ça, je tenais vraiment à le souligner en premier lieu. Nous avons fait le choix, effectivement, d'être présents dès le départ, parce qu'on estime que c'est vrai que nous avons on a eu la chance quand même de pouvoir rencontrer un certain nombre d'institutionnels, et on a émis en fait nos besoins et nos difficultés de recrutement. Et à un moment donné, on a dit, eh bien, nos partenaires nous écoutent et ils nous proposent une solution. Donc, pour nous, c'est la responsabilité des entreprises de s'engager dans cette démarche dès le départ, pour donner de la visibilité aussi sur les actions qui peuvent être mises en place sur le territoire. Voilà. Donc, c'était très intéressant en fait de s'impliquer en fait dès le démarrage de l'action, parce que on peut échanger, que ce soit avec France Travail, le Greta, enfin l'ensemble des partenaires en fait qui participent à cette action. On sent qu'il y a de l'échange, qu'il y a de l'écoute et un accompagnement, des réponses à nos questions dès le départ. Et évidemment, ce type de démarche qui est assez nouvelle, innovante, puisque très souvent dans les entreprises, on cherche une main-d'œuvre qui est déjà qualifiée, diplômée. Donc, vous savez, il nous faut convaincre les opérationnels, il nous faut convaincre notre CODIR, nos managers, que miser sur une volonté, sur une motivation et sur un savoir-faire avant un diplôme, il faut s'engager dans ce type de démarche, et donc on est très bien accompagné pour ce faire. Nous avons fait le choix de recruter un candidat chez qui on a décelé justement une motivation, une grande motivation. Ce qui nous a plu dans ce profil, qui a 44 ans, donc une reconversion à 44 ans, c'est une forte appétence pour le sujet de la mécanique, mais il ne connaissait rien à la maintenance industrielle en réalité. C'était un profil de menuisier, mais qui aimait beaucoup la mécanique, notamment automobile. Et puis, la grosse valeur ajoutée qu'il y a de cette démarche, c'est la méthode de recrutement par simulation, qui permet de déceler, je dirais, des savoir-faire de base, des aptitudes A, et qui se révèlent être pertinentes, puisque nous avons alors évidemment choisi un candidat qui nous a choisi également, puisque le choix se fait des deux côtés. Et nous avons choisi un candidat qui effectivement a eu de très bons résultats à son test MRS, et on voit bien, après l'avoir accueilli, que ce soit dans le cadre de la POEC ou depuis début janvier dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, qu'il a réellement ses aptitudes. Voilà. Il nous a semblé important, effectivement, dans ce process de recrutement, il y a 2 points qui me paraissent importants. Déjà, de bien s'assurer que les candidats sont bien conscients qu'ils vont passer un diplôme et s'engager dans une démarche d'apprentissage qui peut être longue. Parce qu'on ne devient pas technicien de maintenance en seulement quelques mois ou une année. Ce sont des métiers qui sont complexes, techniques, et donc
il faut pouvoir s'engager pendant une année complète dans l'objectif de réussir un diplôme, donc c'est un engagement. Et 2, il faut être capable de se projeter dans le long terme également, puisque pour devenir vraiment technicien, il faudra encore faire un petit peu de chemin. Et nous, si la personne a la volonté, on ne demandera évidemment qu'à l'accompagner. Il y a un deuxième sujet sur lequel nous avons échangé quand nous avons préparé cette intervention. C'est également le sujet de l'accueil et du tutorat, puisque ça a déjà été souligné dans les interventions précédentes, ce sont des éléments qui nécessitent du temps. Et parfois, nous avons ces freins, nous aussi, équipe RH en interne. Oui, il faut du temps et du savoir-faire pour tutorer, accompagner une personne qui vient apprendre un nouveau métier. Alors, il est vrai que chez La Croix, nous avons ce savoir-faire puisque nous recrutons dans la pyrotechnie, qui est un métier pour lequel il y a encore très peu de formation. Donc, nous avons un processus, je dirais, d'intégration et de tutorat qui est déjà assez élaboré. Ça me paraît être un point important pour connaître d'autres entreprises. Ça me paraît être un point important à prendre en compte. Voilà, que l'entreprise ait cette capacité et, si besoin, de pouvoir accompagner l'entreprise pour surtout qu'il n'y ait pas d'échec en cours de route. Voilà, donc écoutez, moi je ne peux que être satisfaite de ce dispositif et remercier l'ensemble des partenaires qui nous ont accompagnés et nous apportent une solution qui aujourd'hui nous donne satisfaction. Et je suis plutôt confiante sur une issue favorable. J'espère qu'il y aura d'autres promotions. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Madame Claudel. Le temps nous a rattrapés, ça lui arrive souvent. Et il est déjà presque 16 heures. Je vous propose d'aller très rapidement, si c'est possible, Madame Le Roland, sur les résultats pour basculer à la séquence suivante. Merci. Je vais être donc très rapide. Sur les résultats, on a donc 6 entreprises qui se sont engagées pour 8 postes. 7 demandeurs d'emploi sont donc entrés en préparation opérationnelle. À savoir que ces 7 demandeurs d'emploi sont tous des personnes qui sont en reconversion. Donc c'est quand même intéressant de le souligner. Un salarié en entreprise a intégré la formation, mais pour monter en compétences. Et on est au résultat de 5 demandeurs d'emploi qui ont signé aujourd'hui leur contrat de professionnalisation. Et autre point à souligner, parmi ces 5 demandeurs d'emploi qui ont signé leur contrat de professionnalisation, nous avons une personne, alors je ne sais pas si on peut dire expérimentée ou senior, les deux peuvent s'employer, qui a 57 ans. Et je peux vous dire que son sourire radieux à la signature du contrat valait tout l'or du monde. Donc, on est très fiers et très contents de la réussite de ce projet qui, au début, nous a beaucoup soucié parce que c'est très prenant et donc on a dû s'investir beaucoup dans ce sujet. Voilà, j'en ai terminé. Si Véronique Mussiante souhaite ajouter quelque chose. Non, tu as tout dit, Viviane. Je pense que le message est passé. Merci. Un grand merci, Madame Le Roland. Je vous propose un grand merci aux entreprises aussi. C'est assez rare de vous avoir en direct. Merci d'avoir pris le temps pour ce feedback. Je vous propose maintenant 4 flashs. Parce que c'est des flashs qu'il faudra, compte tenu du temps qui reste, avec Nathalie Rivière de la région sur Team RH, avec Philippe Blacher, France Travail sur Dora et le tableau de bord du réseau pour l'emploi, et Sophie Bessac sur Parcours Métier. On va sauter la vidéo, si vous voulez bien, Philippe, sur Dora. Alors, je vais très vite sur Team RH, puisque Nicolas Bon a commencé à vous en parler en introduction. Team RH, c'est 25 partenaires de l'accompagnement RH qui conjuguent leurs forces au service des besoins des entreprises d'Occitanie. C'est permettre aux entreprises d'accéder aux offres de services RH des différents partenaires via un portail.
qui leur est mis à disposition. Et l'objectif de Team RH, c'est simplifier. C'est peut-être l'autre diapo, hein. J'ai synthétisé là du coup. L'objectif de Team RH, c'est de simplifier l'accès des entreprises aux services de conseil et d'accompagnement des partenaires. Donc, on vous l'a dit aussi, hein, associé à Team RH sur les territoires, c'est les équipes de proximité qui sont vraiment le relais de Team RH au niveau local. Elles ont pour mission d'aller vers les entreprises, notamment les TPE et les PME, pour analyser leurs besoins, que dans le cadre RH dans sa globalité, hein, ça peut aller du recrutement jusqu'à l'accompagnement RH et proposer des actions comme celle qu'on vient d'avoir, le témoignage qui est très parlant. Donc, je crois que je vais arrêter là sur mon Zoom parce que on vous a donné les informations précises. Bien sûr, tous les partenaires du réseau pour l'emploi, hein, participent aux équipes de proximité qui sont pilotées par l'État, la région et France Travail. J'ai fait vite. Parfait, merci Madame Rivière. Je donne la parole à Philippe Blachère, directeur de la coordination au Conseil de direction régionale de France Travail Occitanie pour une présentation rapide de Dora. Donc, écoutez, je pense que les slides seront envoyés à tout le monde, donc on va passer la vidéo. Je pense qu'un certain nombre des personnes autour du webinaire connaissent Dora. Dora, c'est une plateforme qui est un outil d'aide à la prescription et qui accompagne l'ensemble des professionnels recevant des publics à la levée des freins, puisque globalement, vous avez à l'intérieur de Dora actuellement 2100 services proposés sur l'ensemble des territoires de l'Occitanie, l'ensemble des structures qui se sont référencées sur cet outil et qui permet en temps réel une prescription à partir du moment où vous repérez en face à face avec un usager qui a besoin d'une prestation particulière sur une levée des freins particulière, il y a la possibilité d'aller appeler sur Dora, puisque maintenant c'est géolocalisé, vous pouvez tout à fait aller voir sur votre territoire quels seraient les services qui seraient proposés par rapport à l'usager que vous avez en face de vous. Donc c'est un outil qui est de plus en plus, qui prend vraiment de l'allure au niveau régional, 2100 services. S'il y a des problématiques, des particularités sur lesquelles vous souhaitez avoir des appuis, à France Travail, on a nommé ce qu'on appelle des gestionnaires de territoire sur chacun des départements. Et bien évidemment, vous pourrez vous retourner vers votre direction départementale pour vous accompagner sur le sujet. Voilà. L'important, c'est bien évidemment le but, c'est de pouvoir partager en temps réel les offres de services qui sont très riches sur les territoires de façon rapide et que les prescripteurs n'aient pas à chercher pendant des heures, tout simplement, la meilleure solution pour les usagers qu'ils accompagnent. Voilà, je pense que je n'en dis pas plus, sinon je vais dépasser le temps de la vidéo, ça ne sert à rien. Je peux rapidement aller sur un autre outil qui était une promesse de la loi plein emploi, qui était de mettre en place un tableau de bord partagé de tous les indicateurs qui permettent de piloter ensemble les résultats au niveau national, régional, départemental et au niveau local sur les comités locaux pour l'emploi. Donc, le but, c'est pas ici de pouvoir regarder mais ça vous permet de voir ce que c'est, puisque vous pouvez avoir le niveau national. Là, vous avez une slide qui vous présente le niveau régional. En cliquant sur un département, vous pouvez avoir ensuite le département, c'est la slide suivante, juste pour information. Et en cliquant ensuite sur la carte, vous avez un comité local qui peut tout à fait être alors département. Voilà, vous avez le département et après on peut avoir aussi le niveau local. Juste un petit mot intéressant, si vous remontez sur, vous aurez les liens. C'est toujours intéressant d'aller regarder ce qui s'y passe, puisque c'est vraiment accessible à tous. Le lien vous sera donné à la fin de la visio, à la fin des slides. C'est un tableau qui est encore évolutif. Vous voyez encore qu'il y a des éléments qui ne sont pas renseignés. Mais pour les éléments renseignés, on peut quand même se dire qu'en Occitanie, on n'est pas trop mauvais quand on se compare au national, puisque quasiment sur tous les indicateurs, on est soit
exactement pareil que le national, soit au-dessus. Donc déjà, c'est toujours intéressant de pouvoir avoir ces éléments chiffrés qui nous permettent de voir un petit peu les premiers impacts de nos actions, même si ça suffit pas. On a mis dans la slide aussi un exemple de fiche action. Ça doit être la dernière slide sur non, voilà, c'est un exemple de fiche action. Pour le coup, pour faire écho à la présentation qui a été faite sur l'action présentée dans le Gard tout à l'heure, vous avez directement sur le tableau de bord toutes les fiches actions qui sont saisies au niveau local, qui permet de savoir quels sont les partenaires intégrés, qui pilotent, quelles sont les actions, quel est le descriptif de l'action, enfin c'est un plan d'action, qui, quoi, comment, où, comment, etc. Voilà. Je n'irai pas plus loin. Vous avez de toute façon, par rapport à ces éléments, vous avez les liens qui vous seront donnés dans les slides suivantes. Merci beaucoup Philippe. J'ai mis d'ailleurs le lien direct dans la conversation pour accéder au tableau de bord. Donc il n'y a plus qu'à le prendre et le mettre dans vos favoris. Et maintenant un petit flash avec Sophie Bessac sur Parcours Métier. Oui, merci Yves. Donc, pour continuer la présentation de la boîte à outils, je vais faire un petit focus sur Parcours Métier. Cette fois-ci, un outil qui est en cours de construction. Alors qu'est-ce que c'est Parcours Métier? C'est un outil qui s'organise autour d'un secteur métier en tension et qui articule à la fois les besoins des demandeurs d'emploi, les besoins des entreprises et toute l'offre d'accompagnement des acteurs du réseau pour l'emploi d'un territoire. Un parcours métier, on peut dire qu'il est organisé autour de 4 principes clés. Déjà, c'est une co-construction collective. Un parcours métier n'est pas construit par un seul acteur du réseau pour l'emploi, mais par une pluralité d'acteurs qui sont présents sur le territoire, hein. Ça peut être l'État, la région, les départements, France Travail, Mission Locale, Cap Emploi, AFPA, OPCO, CCI, enfin, tous les acteurs qui sont disponibles et motivés pour participer à la démarche. Et puis, bien sûr, les entreprises. Ça garantit une solution réaliste et qui soit vraiment adaptée aux besoins, aux diagnostics du territoire. Après, comme on vous l'a déjà, comme on a pu déjà le voir, un parcours métier il est centré sur l'entreprise. C'est-à-dire qu'il est co-construit, il est co-construit en direction des employeurs, mais également avec les employeurs. Et pour arriver à solliciter, à mobiliser ces entreprises, il s'appuie sur le travail des équipes de proximité, RH, qui vont analyser leurs besoins, mais ensuite leur permettre de s'impliquer tout au long du parcours métier pour qu'on gagne en efficacité. Ensuite, un parcours métier, c'est des briques d'accompagnement qui sont lisibles et modulables. Chaque parcours métier est construit de 3 à 4 briques qui sont destinées à attirer les publics, à les former, à les préparer au recrutement et même à les fidéliser une fois qu'ils sont en poste à travailler. Donc ainsi, la sécurisation de ces parcours. Donc vraiment, le parcours métier, c'est la coordination de l'offre de service des acteurs du réseau pour l'emploi pour plus d'efficacité. C'est une démarche coordonnée et c'est également un outil qui va être durable, hein. Ce n'est pas un dispositif isolé. L'idée, c'est qu'un parcours métier puisse être reproduit au fil du temps, au fil des besoins qui peuvent évoluer sur les territoires. Une fois qu'on a testé, on a mis en place un process, et ce process, il va être duplicable. Voilà. Donc là, cette démarche, elle a déjà existé. Il y a déjà des territoires, hein, précurseurs qui ont monté ce type de parcours. Là, on travaille actuellement avec 6 territoires, 5 territoires, hein, parce qu'il y a une expérimentation qui est interdépartementale. Donc, on conduit actuellement 5 expérimentations pour vraiment outiller les comités locaux pour l'emploi et faire que chaque comité local pour l'emploi ait à sa disposition un parcours métier d'ici 2027. Voilà pour l'outillage parcours métier. Un grand merci Sophie Bessac. Bastien Espinassou, quelles sont les perspectives du réseau pour l'emploi en Occitanie, court terme et moyen terme, si vous voulez bien?
Alors, effectivement, toute cette présentation avait pour objet de vous... Alors, on a un peu débordé sur le temps, et c'est sans doute de notre faute à Nicolas et moi au début. Tout l'objet de cette présentation, c'était à la fois, effectivement, de vous montrer ce qui avait déjà un petit peu été réalisé, d'entrer un petit peu dans le détail, parce que rien ne parle mieux que des actions qui ont été réalisées au plus près du terrain avec les acteurs qui l'ont vécu et les témoignages des entreprises ou des demandeurs d'emploi recrutés qui ont bénéficié de ces actions. Je pense que c'est j'ai envie de dire, la meilleure publicité pour le réseau pour l'emploi. Maintenant, juste pour terminer rapidement, donner quelques perspectives, en tout cas sur l'année 2026. Nous avons 6 chantiers qui ont été ouverts au titre du comité régional pour l'emploi, qui ne résument absolument pas l'action de l'ensemble du réseau pour l'emploi en Occitanie, mais en tout cas qui donnent un petit peu les grandes lignes qui sont poursuivies au niveau régional. La première, bien entendu, c'est mener à terme la réforme de l'accompagnement rénové des bénéficiaires du RSA. Je le disais, depuis le 1er janvier 2025, tous les bénéficiaires du RSA sont inscrits à France Travail. Les process, orientation, diagnostic, signature de contrat d'engagement, entrée en accompagnement sont maintenant installés. La cible qu'on a collectivement aujourd'hui, c'est que 100% des bénéficiaires du RSA qui ont été inscrits automatiquement à France Travail 1er janvier 2025, rentrent effectivement en accompagnement. Il faut bien se visualiser l'ampleur du chantier. On parle de près de 80 000 personnes qui, jusqu'à présent, ne faisaient pas toujours l'objet d'un accompagnement renforcé, que ce soit côté France Travail ou côté conseils départementaux. Il faut qu'on embarque dans ces accompagnements ces 80 000 personnes, qu'on leur permette pour un maximum d'entre elles d'accéder à un accompagnement intensif de manière à favoriser leur insertion dans l'emploi. Donc, la cible, en tout cas, qu'on a collectivement d'ici à la fin de l'année, c'est que 100% de ces personnes qui ont été inscrites au 1er janvier 2025 à France Travail rentrent bien en accompagnement et signent leur contrat d'engagement. Ensuite, la deuxième grande brique, on en a parlé, c'est le sujet de l'emploi des seniors, sur lesquels on va poursuivre les actions qui ont été initiées l'année dernière, notamment tout ce qui est le déploiement de ce réseau de référents seniors en entreprise que j'ai évoqué en partenariat avec le MEDEF Occitanie, mais également un travail qu'on est en train de conduire avec les partenaires du réseau pour l'emploi et l'Association nationale des DRH en Occitanie sur la constitution d'un kit d'appui au recrutement des demandeurs d'emploi seniors, quitte pour les conseiller. Comment est-ce qu'on approche une entreprise? Quelles sont les bonnes pratiques? Comment est-ce qu'on propose finalement le CV d'un demandeur d'emploi senior? Et inversement, côté DRH, pourquoi on accueille ces demandeurs d'emploi seniors? Comment on les recrute? Comment on les fidélise? Troisième brique, le sujet, Nicolas en a parlé tout à l'heure, le sujet de l'accompagnement des entreprises. Pour le coup, on est dans une continuité d'une action qui est déjà relativement structurée au travers de la team RH Occitanie et du déploiement des équipes de proximité RH dans les territoires pour aller au contact des entreprises et pour pouvoir, un peu comme l'ont illustré les deux exemples, construire des actions à effet concret sur le territoire, des actions qui permettent de répondre à des besoins bien précisés d'entreprises, d'embarquer les entreprises aussi. Je n'ai plus le nom de la DRH en Ariège qui est intervenue, mais vous disiez, madame, tout à l'heure qu'effectivement, vous aviez intégré la nécessité de vous engager dans cette démarche aux côtés des acteurs du réseau pour l'emploi, et je pense que c'est un point important. C'est comment on embarque les entreprises dans cette dynamique en leur faisant bien prendre conscience qu'on est là pour les aider, pour les appuyer et pour leur permettre de répondre à leurs besoins de recrutement. Ensuite, on en a parlé également les parcours métiers. Sophie en a présenté un petit peu les grandes structures. Là, c'est très simple. On a 5 territoires pilotes qui déploient des expérimentations autour de ces parcours métiers. La porte est ouverte. Tous les autres territoires qui souhaiteraient s'embarquer dans la même dynamique sont bien sûr les bienvenus, avec un appui en ingénierie pour leur permettre de structurer ces actions. On s'est donné comme cible
le déploiement d'un parcours métier dans chaque comité local pour l'emploi dans les 37 CLPE d'ici fin 2027. On souhaiterait aller plus loin, bien entendu. On s'est donné un objectif modeste et atteignable, mais on souhaiterait aller plus loin et dupliquer la méthode. Sur la territorialisation de l'offre de formation, donc c'est l'enjeu de bien structurer le process de remontée des besoins structurels et conjoncturels des territoires. Ça fait aussi le lien avec les 2 briques précédentes, c'est-à-dire le contact entreprise, aller au contact des entreprises pour identifier les besoins de recrutement, les besoins en compétences, construire des parcours qui permettent de répondre à ces besoins et travailler sur l'offre de formation intégrée dans ces parcours pour permettre une insertion facilitée. Et puis sur le volet saisonnier, on a l'enjeu de renforcer l'offre de solutions de logement pour les saisonniers. Au-delà de ça, il y a d'autres enjeux qui vont venir prochainement. Un travail sur la stratégie jeune. On sait qu'on a un sujet important sur l'accès des jeunes à l'emploi. C'est un gros point d'attention pour nous et le CRPE va commencer à travailler sur ces questions. Sans réinventer la poudre, il s'agit aussi, en profitant des différentes actions, à l'exception de l'action salarié senior, bien entendu, d'aller chercher les méthodes, les outils qu'on est en train de déployer pour les mettre au service du public jeune en Occitanie. Donc voilà un petit peu sur les perspectives 2026. On a des chantiers qui s'enrichissent. Philippe l'a présenté, vous avez la possibilité, c'est un accès libre, d'accéder au tableau de bord du réseau pour l'emploi. Ce tableau de bord, il y a des indicateurs qui permettent de suivre les résultats quelque part sur les territoires, comment l'insertion en emploi des publics se passe. Ce tableau de bord, il comprend également, Philippe a présenté un exemple de fiche action, toutes les fiches actions qui ont été déployées par les comités départementaux pour l'emploi, les comités locaux pour l'emploi. L'un de nos enjeux aussi, c'est de rentrer un petit peu en routine, c'est-à-dire que ce tableau de bord, il doit permettre aussi de donner les résultats de ces actions. Et donc ça, c'est un travail sur lequel on va se lancer pour que chacun puisse, au-delà des fiches actions renseignées, voir quels résultats elles ont donné ou, si elles ne sont pas terminées, où est-ce qu'elles en sont, comment elles avancent. Donc voilà, c'est un gros chantier. Moi, je remercie grandement toutes les équipes qui se mobilisent à la DRETS, au Conseil régional, chez nos partenaires, chez les opérateurs, France Travail, Mission Locale, Cap Emploi. C'est ce qu'on appelle un chantier structurel dans le jargon. Donc on essaie de transformer réellement en profondeur nos méthodes d'action pour rendre un meilleur service, favoriser l'insertion professionnelle de tous les publics et mieux répondre aux besoins de recrutement et en compétences des entreprises. Avec cet enjeu, on est dans le cadre plus large ici, le pacte des solidarités nous accueille. C'est une réponse à ces enjeux de solidarité, c'est une réponse à ces enjeux économiques, à ces enjeux de lutte contre la pauvreté. L'insertion dans l'emploi, dans le travail, est une solution essentielle, prioritaire, pour permettre de répondre à ces enjeux. Merci à tous. Je ne sais pas s'il y a une petite conclusion complémentaire à mes propos. En tout cas, un très grand merci à tous pour avoir été présents aujourd'hui. Et puis, l'aventure continue, j'ai envie de dire. Exactement, l'aventure continue. Merci, Monsieur Espinassous. Ces rendez-vous de l'emploi sont les vôtres. N'hésitez pas à nous proposer des prochains sujets, Timérage, Dora, parcours métier. On peut approfondir, que ce soit aussi des bonnes pratiques. On a été très fiers d'avoir des entreprises aujourd'hui, donc ça peut être aussi des témoignages d'entreprises à la clé. N'hésitez pas à m'écrire, j'ai mis mon adresse mail dans le chat et on vous souhaite une très belle fin de journée avec quelques rayons de soleil à la clé.